Bonjour. Aujourd'hui, dans la deuxième partie de cette troisième séance, je vais vous parler de la numérisation. Avant de commencer à expliquer ce qu'est la numérisation, on peut se poser pourquoi numériser un signal ou une image. La numérisation, finalement, permet d'améliorer le stockage en proposant de nouveaux types de supports, permet aussi d'avoir une meilleure immunité au bruit, de pouvoir réaliser des effets spéciaux qu'on n'est pas capable de réaliser en analogique, de réaliser des compressions et de la cryptographie ou du brouillage. Pour ce qui est du stockage, dans le passé, les signaux analogiques étaient stockés sur des bandes magnétiques qui avaient comme défaut d'être sensibles à la chaleur et d'avoir une distorsion du signal avec un bruit d'enregistrement. La durée de vie des supports était aussi limitée. La numérisation permet aussi de transmettre l'information dans un format qui est beaucoup moins sensible au bruit. Vous avez vu dans les premières séances que la transmission de signaux dans un canal était assujettie à du bruit et à des distorsions. Lorsque l'information est numérisée, eh bien, on peut supporter beaucoup plus de bruit et il n'y a pas de distorsion. Dans le cas de la transmission, on voit un signal émis, un signal reçu avec du bruit et un signal après filtrage qui montre la distorsion. Dans le cas où le signal a été numérisé, le bruit s'ajoute au niveau 1, au niveau 0. Un filtrage, une détection par seuil permet de retrouver la réplique exacte lorsque le bruit est raisonnable. La numérisation consiste en 3 étapes: l'échantillonnage, la quantification et le codage. Pour ce qui est du codage, il y a 2 grandes familles, le codage source et le codage canal. Dans le codage source, on verra ce qu'on appelle la compression et les informations de cryptage. Dans le codage canal, c'est ce qu'on appelle le codage en ligne et le codage correcteur d'erreur. Le signal analogique peut être vu comme un signal dessiné à l'aide d'un crayon. Le temps est continu et l'amplitude est continue. Il ne peut pas être traité par un ordinateur. Un signal qui a été échantillonné est un signal pour lequel on a prélevé à intervalles réguliers l'amplitude du signal. Le signal XA pour analogique devient le signal XE pour échantillonné au cours du temps. Obtenir le signal échantillonné consiste à multiplier le signal analogique par un peigne de Dirac, l'écart entre chaque prise d'échantillon et la période d'échantillonnage, et on définit donc la fréquence d'échantillonnage. On peut voir cet échantillonnage aussi comme un interrupteur électronique commandé, le signal de commande étant un peigne de Dirac. Voici les éléments mathématiques qui permettent de décrire le peigne de Dirac et son spectre. Une fois que le temps a été quantifié, nous pouvons aussi quantifier les niveaux d'amplitude. Ceci constituera l'avant-dernière phase de la numérisation. Nous voyons le signal analogique en pointillé, le signal qui a été échantillonné et quantifié sur des niveaux qui sont déjà prédéfinis. C'est ce qu'on appelle un convertisseur analogique numérique. Voilà le signal tel qu'on peut le voir avec des valeurs quantifiées. -1, +3, -5, +5. La dernière étape est l'étape de codage où les données qui ont été quantifiées sont représentées à l'aide d'un code binaire par exemple comme représenté à droite. En utilisant un logiciel comme MATLAB ou Octave, les données peuvent être dans un format numérique à virgule flottante avec une double précision. Voilà différents exemples avec une fréquence d'échantillonnage de 2,5 kHz, 10 kHz, 20 kHz et 100 kHz. Si on revient sur l'aspect échantillonnage, le signal analogique à gauche en haut est échantillonné par multiplication par un peigne de Dirac. Si on regarde à droite le spectre du signal analogique, la multiplication dans le domaine temporel par un peigne de Dirac devient une convolution dans le domaine des fréquences, c'est-à-dire dans ce cas, à un copier-coller du motif en bleu, qui est donc le spectre du signal analogique, tous les FE. On vient de périodiser le spectre. Toutefois, la fréquence d'échantillonnage va avoir un rôle important. Pour éviter des problèmes de chevauchement de spectre, il faut que
la fréquence la plus basse de la composante périodisée en FE soit supérieure à la fréquence maximum du spectre avant périodisation. Il faut donc que la valeur de FE moins Fmax soit supérieure ou égale à FE sur 2. Ce qui se traduit par la théorème de Shannon qui dit que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale du spectre. Un effet de sous-échantillonnage bien connu est l'effet stroboscopique. À gauche, vous avez le spectre d'un signal sinusoïdal. Lorsque nous échantillonnons le signal, son spectre est donc périodisé, comme indiqué au milieu. Pour obtenir à partir du spectre échantillonné le spectre du signal initial, il suffit d'appliquer un filtre passe-bas qui élimine les composantes périodisées. Pour une fréquence d'échantillonnage mal choisie, finalement, les composantes les plus hautes du spectre continu sortent finalement du filtre passe-bas que l'on va utiliser et les fréquences périodisées entrent dans le filtre passe-bas. Finalement, on se retrouve à récupérer un signal sinusoïdal avec une fréquence qui vaut FE moins F0, c'est la fréquence stroboscopique, et le signal perçu est le signal en pointillé en bas qui n'est plus à la même fréquence. Lorsque vous dansez et qu'il y a un stroboscope qui vient envoyer des flashs de lumière à une vitesse très grande, on a l'impression que vous dansez sans problème. Dès qu'on réduit la fréquence du stroboscope, on vient prélever des échantillons de lumière et donc des échantillons de votre position au cours du temps et on vous verra à des positions qui sembleront inadaptées avec une vitesse beaucoup plus lente. C'est l'effet stroboscopique. On observe le même phénomène concernant en fait les enjoliveurs d'une roue de voiture. Lorsque vous roulez, on peut avoir l'impression que la fréquence, que la vitesse est beaucoup plus lente pour l'enjoliveur et parfois elle peut tourner dans un sens opposé. La fréquence d'échantillonnage ici est représentée par l'espace, par les trous de l'enjoliveur. Pour limiter la présence du bruit dans les signaux échantillonnés, on peut réaliser un suréchantillonnage en audio. Ceci a pour effet d'étaler le spectre et en même temps le bruit du signal. Et ensuite, en limitant à la bande de fréquence utile, eh bien, on a réduit la quantité de bruit. Si on revient à la quantification, à gauche est représenté le signal que l'on souhaite quantifier. Vmax moins Vmin représente la plage de variation du signal. C'est notamment un paramètre important lorsque nous choisissons la carte d'acquisition. On doit indiquer si on doit échantillonner ou quantifier des signaux sur une gamme maximum de 1 volt, 10 volts, 1 millivolt, etc., etc. Le pas de quantification delta s'obtient en divisant la plage maximum divisé par le nombre de pas de quantification qui s'obtient comme étant 2 à la puissance n, n étant le nombre de bits. On peut évaluer la quantification en calculant l'erreur de quantification. Celle-ci s'obtient en faisant la différence entre le signal qui a été quantifié puis déquantifié, qu'on appelle prime de S, et qu'on soustrait au signal initial avant quantification. Dans le cas d'un bruit uniforme, la variance du bruit ou la puissance du bruit est proportionnelle au nombre de bits divisé par racine carrée de 12. La caractéristique entrée-sortie de la quantification est représentée par une fonction en marche d'escalier qui, au-delà de cette marche, indique un écrêtage. Le signal en bas, en bleu, passe dans la caractéristique entrée-sortie et ressort, comme indiqué à gauche, quantifié. Lorsque les pas de quantification sont répartis de façon uniforme, on dit que la quantification est uniforme. Comme vu précédemment, dans ce cas-là, le signal quantifié est représenté par un nombre de valeurs fixées qui sont ensuite codées en binaire par exemple. En calculant l'erreur de quantification, c'est-à-dire l'erreur entre le signal qui a été déquantifié au regard du signal avant quantification, nous obtenons un bruit représenté en bas par epsilon et des traits en rouge. On voit que plus on augmente le nombre de bits, plus le rapport signal à bruit augmente, c'est-à-dire plus le bruit diminue.
Pour les systèmes de quantification uniformes, on s'aperçoit que cette quantification linéaire privilégie les amplitudes élevées. En effet, à gauche, nous voyons que la bande d'amplitude Vmax moins Vmin est découpée en 7 niveaux. Sur les 7 niveaux utiles, 7 sont pris pour pouvoir exprimer le signal. À droite, seulement 2 niveaux sont pris pour exprimer le signal, ce qui veut dire que 5 niveaux ne sont pas utilisés. Une solution pour contrecarrer ce problème est la quantification non uniforme. Enfin, notez que la relation du rapport signal à bruit la plus connue est la relation RSB égale 6n plus 10,8 plus 20 log du rapport entre l'amplitude du bruit sur la gamme d'amplitude. Notez qu'on retient plus souvent la relation RSB égale 6 fois n. Pour ce qui est de la quantification non uniforme, on utilise un compresseur suivi d'un quantifieur. Après la conversion, on utilise la fonction inverse du compresseur qu'on appelle un extenseur pour réaliser la décompression du signal. La formule du compresseur analogique est représentée à gauche en pratique. En théorie, elle est réalisée à l'aide de transistors et on utilise les fonctions logarithmiques qui permettent d'utiliser ce type de composant. On définira dans ce cas-là plusieurs types de lois. La loi A, utilisée en Europe, dont la relation est indiquée en bas, et la relation de la loi mu, indiquée ici. Un signal qui aura été quantifié par un compresseur donné par une loi mu ne pourra pas être décompressé à l'aide d'une loi A. En ce qui concerne le codage, souvent c'est le codage binaire Gray qui est utilisé. À gauche, nous voyons le signal échantillonné en bas, qui lorsqu'il passe dans le système de quantification ressort avec des valeurs codées en binaire, les premiers niveaux étant 0, 1, 1, 0, puis 0, 1, 1, 1, etc., etc. La modulation par impulsion codée ou Pulse Code Modulation est le système basique qui réalise finalement l'ensemble de la numérisation, échantillonnage, quantification, codage. Dans l'exemple indiqué, nous voyons comment les valeurs du signal analogique sont prélevées régulièrement, puis quantifiées et codées. Dans cet exemple-là, nous aurons 7 échantillons qui seront transmis avec la valeur 101, 111, etc., etc. Nous pouvons calculer le débit comme étant le nombre de bits multiplié par la fréquence d'échantillonnage, et ce débit est aussi à relier à la formule de Shannon qui dit que le débit, c'est la largeur de bande multipliée par 1 plus le rapport signal à bruit. Si on vient maintenant aux applications audio, une carte son peut être installée sur un ordinateur. Cette carte son nécessitera des pilotes pour pouvoir fonctionner et faire le lien entre le hardware et le logiciel. Lorsqu'on viendra installer un nouveau logiciel comme VLC par exemple, eh bien des codeurs-décodeurs, ce qu'on appelle des codecs, devront être installés. Est indiqué en bas, sous un vieux système d'exploitation, la liste des différents codecs audio utilisés par défaut par Microsoft. Venons-en maintenant à l'analyse rapide d'un fichier WAV. C'est un fichier au format RIF pour Resource Intentions File Format. Il est composé de plusieurs entêtes. Un en-tête de structure qui va indiquer que c'est un fichier RIF et un fichier WAV. L'en-tête de format qui va indiquer le format des données si on travaille sur 32 bits, 64 bits, etc., etc. Et un en-tête de données dans lequel on verra apparaître le mot data. Voici par exemple ce que ressort le logiciel Xedit, qui est un éditeur de fichiers qui, au milieu, indique les données binaires converties en hexadécimal du fichier et à droite la conversion ASCII. Nous voyons à droite apparaître les éléments indiqués tout à l'heure, c'est-à-dire RIF, WAVE et data. J'ai extrait à gauche les différents éléments importants par des blocs en rouge. Ces blocs en rouge sont ensuite disséqués et expliqués. Ces éléments, en fait,
qui sont indiqués dans les en-têtes sont directement lus par le système d'exploitation, par l'Explorer. Quand vous cliquez à droite sur un fichier Wave pour en extraire les propriétés, il vous indique la durée du signal, le nombre de bits. Est-ce que c'est un format, quel est le format audio avec sa fréquence d'échantillonnage, etc., etc. Le système d'exploitation vient lire l'entête du fichier, il ne lit pas l'entièreté des données en vue de pouvoir relier le fichier à du matériel ou bien un logiciel. Un autre exemple ici indique les différents éléments du fichier Wave. Différents types de codecs peuvent être utilisés. À l'aide du simulateur SP-Demo, chargeons un fichier Wave. Voilà, ce fichier Wave est un fichier numérique audio dans le format PCM, Pulse Coded Modulation. Il a été quantifié sur 16 bits et nous allons le quantifier sur 5 bits. Voilà, nous obtenons le signal quantifié sur 5 bits. Écoutons le signal quantifié sur 16 bits. Ok, écoutons maintenant le signal quantifié sur 5 bits. Ok, nous observons la même musique avec en plus un bruit qui est assez important. Ce bruit est ce qu'on appelle le bruit de quantification. Puis compressons-le avec la méthode ADPCM pour Adaptive Pulse Code Modulation. Nous allons considérer dans ce cas la loi mu, sachant que nous pouvons utiliser aussi la loi A. Ceci constitue la norme G726. Nous allons compresser avec 2 bits. Voilà le signal compressé. Écoutons le signal avant compression et le signal après compression. Vous voyez qu'on entend une légère différence entre les deux signaux. L'avantage, c'est qu'on a codé sur 2 bits au lieu de 16 bits. Essayons d'aller un peu plus loin dans l'explication du mode de fonctionnement d'un modulateur delta. Alors, sur la droite, vous voyez le schéma fonctionnel du système, un comparateur qui va donc réaliser la comparaison entre le signal initial et le signal qui aura été codé. Lorsque, à la sortie du comparateur, le signal passe dans un modulateur synchronisé par rapport à une horloge, un signal est ainsi calculé, puis intégré. C'est ce qu'on appelle le signal échantillonné. Sur les graphes de gauche, nous voyons au milieu le signal en bleu foncé qui est le signal A numérisé. Au départ, le signal SE est considéré comme étant A0. Une comparaison entre le signal S et le signal SE conduit à une valeur positive, qui fait que, synchronisé par rapport à l'horloge, nous avons un pic qui sort du modulateur, et ce pic-là, finalement, est intégré et devient un signal rectangle. Le signal de sortie de échantillonné de l'intégrateur est de nouveau comparé au signal initial. Nous voyons qu'il a monté d'une marche. Ce signal est encore plus petit que le signal S. Dans ce cas-là, on a encore un niveau 1 une flèche qui vaut encore 1, qui lorsqu'elle est intégrée devient un signal carré qui vaut 1. Le signal SE monte encore d'un pas, qui cette fois-ci devient plus grand que le signal initial. Cette fois-ci, nous avons une valeur négative qui est générée du modulateur, qui va se traduire par une intégration par un signal nul. Le signal de sortie finalement qui est transmis sur 2 bits, pas sur 1 bit ici par exemple, c'est le signal N, dont on voit qu'il est composé de 1, 1, 0, 4, 1, etc. etc. Ce signal-là, lorsqu'on voudra le déquantifier, il suffira de l'intégrer pour obtenir le signal SE et de le filtrer. Ce système, toutefois, gêné par l'erreur de traînage qui fait que la pente ne peut pas être trop grande dans le signal et la marche en escalier qui va monter inexorablement, eh bien, il pourra être très éloigné de la pente et il faut donc trouver un système pour pouvoir compenser cette erreur. Souvent, on ajoute
une valeur 5 fois pour recompenser cette différence. Je vous propose un exercice concernant la modulation delta et de réaliser à partir de Scilab, de Octave ou de MATLAB, le comparateur, la modulation delta. L'objectif est d'obtenir les signaux indiqués à droite, en noir le signal objectif, en rouge le signal qui aura été intégré à partir du signal N qui est en noir en bas. Le transparent d'après montre que après intégration du signal N et après filtrage, on obtient un signal qui est assez proche du signal initial. L'erreur entre les deux signaux est quasiment inaudible. Enfin, quelques exercices sur l'échantillonnage. Je vous propose de réaliser un programme MATLAB qui permet de simuler l'échantillonnage d'un signal de 1 volt de fréquence de Hz pour une période de 2 secondes. Il faudra donc afficher le signal temporel et les spectres associés. Ensuite, il faudra réaliser la conversion en signal continu pour le reconstruire. Et je vous demande de refaire les questions 1 et 2 avec un échantillonneur bloqueur. Sur la quantification, même chose, mais cette fois-ci en considérant la notion de quantification. Pour ce qui est de la correction de l'échantillonnage, vous trouverez ici un script Octave qui vous permet de réaliser l'échantillonnage comme demandé. Sur le transparent d'après, vous voyez le résultat de la simulation temporelle et fréquentielle. L'échantillonnage blocage montre un enregistrement spectral, comme indiqué en bas, et on voit apparaître des marches d'escalier sur le signal temporel. Pour la quantification, vous trouverez ici une correction qui permet de vérifier ce qui a été demandé. Sur le transparent d'après, nous voyons les différents niveaux de quantification et l'impact de l'erreur indiqué en bas. J'ai réalisé aussi sur le transparent suivant la fonction caractéristique entrée-sortie qui montre bien une marche en escalier. Pour ce qui concerne la correction du modulateur ADPCM, vous trouverez le code indiqué ici avec une période 20 et des sauts d'amplitude 4. Le résultat indiqué est bien conforme à ce qui a été demandé. Vous trouverez finalement un autre code lorsque le signal proposé est un signal en dents de scie. Vous observerez ici le problème d'erreur de traînage et le fait que le signal reconstruit filtré n'est plus exactement un signal en dents de scie, il manque d'harmonique. Enfin, pour terminer ce cours, voici une chaîne typique en traitement numérique du signal. Après captation d'une grandeur physique, nous obtenons un signal à temps continu, x de a. Pour éviter les problèmes de repliement de spectre, on anticipe et on utilise un filtre anti-repliement. Ensuite, on échantillonne le signal à la période TE, on le quantifie. Il y a donc une quantification temporelle et fréquentielle. On réalise des calculs numériques, des filtrages numériques, des effets spéciaux, ce que l'on veut. Ensuite, on passe à la phase de reconstruction avec un filtre qui va éliminer les composantes de périodisation. Et ensuite, on récupère le signal continu en vue de l'écouter par exemple.